Bonjour à tous et à tous, ici Grégory Bock, auteur du livre Localisation, comment choisir un emplacement viable pour son domicile. Aujourd'hui, je vous retrouve encore une fois pour une vidéo sécurité. On voit ces derniers temps, l'actualité est assez chargée en faits divers, comme on dit. Maintenant, on a carrément des décapitations en pleine rue. Voilà. Donc je pense que de plus en plus, les gens vont vouloir en fait trouver un lieu normal, un lieu tranquille, pour pouvoir élever leurs enfants. Ce qui est de plus en plus compliqué, mais je suis là pour vous aider. Et aujourd'hui, j'espère vous apporter un élément de solution. Alors, on va parler des résidences fermées et sécurisées, qui est un concept immobilier surtout développé en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. En fait, c'est quoi une résidence sécurisée? C'est un ensemble de pavillons, de maisons, qui sont au sein d'un lotissement, qui sont fermés par un mur. Il y a une porte gardiennée pour les voitures, pour les piétons, et on entre avec un badge d'accès. Ça marche aussi avec des immeubles. Alors, pourquoi est-ce que les gens sont prêts à payer plus cher pour vivre en résidence sécurisée et fermée? Plusieurs avantages. D'abord, vous allez éviter la dégradation des espaces de votre copropriété. C'est-à-dire que les gens, le public, les badauds, ne peuvent pas entrer chez vous comme ça aussi facilement et se mettre à taguer des murs, à brûler des poubelles, à casser des jeux pour enfants. Voilà. Il y a vraiment une privatisation de l'espace et grâce au droit, quand quelqu'un est sur votre propriété alors que vous ne l'avez pas invité, il est en infraction. Donc ça c'est l'avantage principal. Et évidemment c'est plus dur d'entrer quand il y a une clôture de 2 mètres de haut. Ensuite, l'autre avantage c'est que vous allez éviter les gens qui traînent, les rôdeurs, les gens qui s'amoncellent comme ça en bas de chez vous, en dessous de vos fenêtres, et qui parlent, qui fument jusqu'à minuit, 2h du mat, voilà, ou qui traînent dans les halls d'entrée, vers les boîtes aux lettres. Voilà, tous ces phénomènes d'agglutinement qui font que les gens rôdent, et ça donne pas du tout envie de vivre dans ces endroits-là, notamment quand on a des enfants. Autre avantage, le bruit, étant donné qu'il y a une clôture. Alors quand c'est un mur c'est encore mieux, mais le mur protège un peu du bruit, et surtout la clôture protège du trafic, des gens qui marchent, qui parlent, etc. Et enfin, les avantages les plus importants, évidemment, c'est la sécurité de vos biens et de vous-même. Donc votre voiture, notamment, si elle est garée dans un garage souterrain, dans une résidence sécurisée et fermée, il n'y a quasiment aucun risque qu'elle se fasse dégrader, voler, crever les pneus, péter les rétros. Ça, vous êtes tranquille à ce niveau-là. Et d'ailleurs, votre assurance auto devrait être moins chère. Ensuite, évidemment, il y a moins de risques de cambriolage, puisqu'il y a une barrière supplémentaire à passer. Et souvent, les gens au sein d'une copropriété quand même se connaissent. Donc, dès qu'il y a un bruit un peu bizarre, dès qu'il y a quelqu'un qui n'est pas habituel, ça peut éveiller les soupçons. Alors, ça ne veut pas dire que les cambrioleurs vont se faire repérer, mais ça veut dire que que s'ils passent plusieurs fois pour faire des allers-retours entre votre appart et leur fourgon, peut-être qu'ils vont être remarqués et les gens vont trouver ça bizarre. Et évidemment aussi avec les caméras et le fait qu'il n'y ait qu'un seul accès, et quand vous mettez une caméra sur cet accès, vous savez qui est entré à quelle heure. En tout cas, vous avez une image. Vous allez aussi réduire les risques d'agression dans cet espace et les risques de kidnapping et downjacking. Phénomène pas encore très répandu en France, mais qui pourrait arriver et qui, eux, sont déjà bien répandus en Amérique du Sud, par exemple. Donc en France, ces résidences fermées et sécurisées ne sont pas tellement développées, à part à Paris et vers Marseille. J'ai trouvé un article dans Libération qui nous décrit un peu la chose. Les résidences fermées marseillaises occupent 14% de l'espace urbain, allant jusqu'à 35 à 40% dans les quartiers aisés du Sud. Plus d'un quart des logements se situent désormais en ensemble clôturé, jusqu'à 80% dans le 9e arrondissement. Voilà, donc on voit à Marseille, d'ailleurs c'est en développement, quand on peut en fait, on vit en résidence sécurisée et fermée, et c'est un phénomène qui va s'étendre à toute la France de par la montée de l'insécurité. Alors c'est le scénario dans lequel je me place pour l'analyse d'aujourd'hui.
En fait, je me place dans le cas où il n'y a pas de gros effondrement, où en fait on reste comme on est actuellement, où l'électricité est pas chère, où le pétrole est pas cher, et en fait on continue notre petit bonhomme de chemin avec les mêmes tendances, avec le même changement démographique. Et donc, tout ça pris ensemble, et plus aussi donc la tendance du budget de l'État qui diminue et de la baisse des allocations familiales, par exemple, tout ça combiné va faire que la criminalité va augmenter, que les cambriolages vont augmenter, puisque les gens certaines personnes n'auront que ça pour vraiment avoir un revenu décent et pouvoir acheter à manger ou de la drogue. Donc, cette criminalité va augmenter et ça va automatiquement faire augmenter aussi la demande en résidence sécurisée. Puisque il n'y a que dans un espace clos et privé que vous allez pouvoir vraiment faire ce que vous voulez et vous sentir bien. L'espace public en fait va devenir de moins en moins attractif, de moins en moins utilisé pour des activités récréatives ou pour simplement se balader. On va plus être un mode à la brésilienne où en fait vous prenez votre voiture de votre garage de sous-sol, de votre résidence sécurisée et fermée, et vous allez faire vos activités. Donc vous allez faire vos courses, vous allez emmener vos enfants à l'école, vous allez au travail évidemment. Tout ça vous faites en voiture, de garage en garage. Ça c'est le mode de vie qui nous attend, en tout cas pour ceux qui refusent de vivre dans la peur d'une agression quotidienne et qui veulent rester en France. Ce qui va accélérer ce phénomène, c'est le fait que quand une résidence dans un quartier se ferme, eh bien, c'est d'autant de possibilités de cambriolage qu'il n'y a plus. Et donc en fait, la criminalité va se reporter sur les autres zones qui, elles, sont restées ouvertes. Et en fait, on entre dans un cercle vicieux où plus les résidences se ferment, et plus la criminalité se concentre dans les endroits encore ouverts, et donc plus ils sont incités à se fermer. C'est pour ça, je pense que, comme au Brésil, en fait, là-haut, quasiment 100% des espaces sont sécurisés, puisque vous ne pouvez pas simplement laisser un quartier ouvert, sinon tout le monde irait là. Donc, une fois que la mode est lancée, vous ne pouvez plus l'arrêter. Le coût de sécurisation d'un lotissement sera inférieur au coût de sécurisation de chaque maison, sans compter le risque plus faible de vol et de cambriolage. Alors là, c'est pour ça que j'ai amené mon petit tableau, c'est pour vous démontrer la valeur économique d'un lotissement sécurisé. Par exemple, si vous avez une maison, donc 8 maisons qui sont comme ça en rectangle, donc chaque mur vaut 1, ça fait 4 fois 4, maison en haut, fois 2. Ça fait 16 fois 2, ça fait 32. Donc pour sécuriser ces 8 maisons, il vous faut 32 unités de murs. Maintenant, si vous faites une résidence fermée et sécurisée avec la porte ici, ça vous coûte 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Ça vous coûte que 12 unités de murs. Donc vous voyez, on a réduit le coût plus que par 2. Et c'est cette incitation économique qui fait que ça vaudra largement plus le coup d'habiter dans un ensemble sécurisé. Il vaut mieux faire un mur autour d'un pâté de maison plutôt que chaque maison ait son mur. Voilà, ça fait des économies d'échelle. Et notamment pour un gardien, vous êtes obligé, pour amortir le coût, d'être plusieurs. Alors pour voir à quoi notre futur pourrait ressembler, on va partir au Brésil, là où donc les résidences de ce type sont partout. C'est même pas qu'elles sont courantes, c'est que c'est quasiment obligatoire d'avoir ce genre de résidence. Alors, je vais vous montrer quelques images que j'ai prises sur Google Street View. Alors, la ville que j'ai choisie au Brésil s'appelle Campinas, c'est au nord de Sao Paulo. C'est une ville d'environ 1 million d'habitants, donc je pense que c'est comparable à Bordeaux à peu près. Alors, là vous voyez une rue d'une résidence, enfin d'un quartier pavillonnaire, où il y a des petites maisons, souvent 1 ou 2 étages maximum, collées les unes aux autres, sans beaucoup de jardin. Et on remarque que chaque maison a des grands murs tout autour de son terrain, et a des portails, et là on voit des pylônes électriques.
Donc en fait, vous avez un mur qui fait environ, je pense, 2 mètres de haut, et au-dessus, vous avez 50 cm de fil électrique. Et ça, c'est quasiment sur chaque maison. Et quand c'est pas l'électricité, c'est des pics. Donc, chaque maison est sécurisée comme ça. Vous pouvez même vérifier vous-même. Vous allez sur Google Maps, vous prenez n'importe quelle ville du Brésil, vous zoomez en Street View et vous allez voir que quasiment 90% des maisons ont un mur, une grille ou des fils électriques autour de son terrain. Alors donc la vie quotidienne, en fait, donc vous vous réveillez le matin, vous prenez votre voiture, vous sortez de votre maison par le portail et vous emmenez votre enfant à l'école. Alors l'école, on remarque qu'elle est aussi sécurisée. Là vous voyez, donc il y a les grilles et il y a les pylônes de fils électriques au-dessus. Donc même une école primaire. Alors on se dit mais pourquoi sécuriser une école primaire? S'ils le font, c'est qu'il y a une raison. Si les gens font l'effort de financer et de faire les travaux, c'est qu'il y a une raison. Donc on voit que ça affecte aussi les institutions publiques. Ensuite, le soir, quand vous revenez du travail, qui lui aussi est sécurisé, vous allez acheter du ciment à Leroy Merlin, et là, on voit que le magasin est aussi sécurisé. Donc il y a le grillage, et à l'entrée, à l'unique entrée voiture, on voit qu'il y a une petite cahute, et à l'intérieur, il y a un gardien. Donc même dans les centres commerciaux, il y a des gens qui font la vigie. Alors, à quoi ressemble un immeuble dans le centre-ville de Campinas? Là, j'ai pris un exemple où on voit bien que donc l'immeuble, souvent, c'est des dizaines d'étages, enfin, entre 10 et 15 étages. Le standing n'a pas besoin d'être élevé. Chaque immeuble est comme ça. Chaque immeuble est comme sur la photo. En fait, il y a une clôture, enfin un mur, souvent un peu végétalisé, avec, encore une fois ici, on a les pylônes électriques, et on a la cahute du gardien. Donc chaque immeuble est comme ça. Et l'entrée voiture, pareil, il y a aussi une porte automatique, tout est grillagé, quoi. On ne peut pas rentrer dans le parking comme ça. Maintenant, on va s'intéresser au lotissement. Au lotissement sécurisé de maisons. Là, je vous emmène, je crois que c'était au nord-est de Campinas. On voit qu'il y a une entrée de résidence pavillonnaire fermée. Alors pareil, on a le gardien de sa cahute, les murs de 2 mètres de haut, plus, alors je pense pas que c'est des fils électriques, là ça doit être du simple grillage, mais l'endroit est assez excentré en plus, hein, c'est pas du tout à côté de la ville, quoi, il faut vraiment prendre sa voiture. Et quand on regarde d'une vue aérienne, hein, on voit donc la résidence en question, c'est les 2 traits de maison en bas, là. Donc il n'y a pas énormément de maisons, hein, il y en a quelques dizaines. Il y a une rue au milieu et toute la rue est privatisée. Et tout autour, vous pouvez aller vérifier sur Google Maps, il y a un mur avec un grillage pour protéger les entrées. Et donc l'unique entrée, c'est ce point qu'on a vu auparavant. Juste à côté, il y a une autre résidence sécurisée, pareil, l'entrée avec le grillage, le gardien, etc. La petite barrière pour les véhicules. Et à proximité aussi, alors là c'est carrément, je ne sais pas combien il y a de maisons dans cette résidence, mais je pense qu'il y en a au moins 100, 200, même 300 peut-être. C'est carrément une petite ville dans la ville. Quand j'ai vu l'image, moi j'ai cru que j'étais à la frontière avec le Paraguay ou l'Argentine. Et en fait non, vous êtes au sein d'un même pays, c'est juste que vous franchissez l'espace public et vous allez dans l'espace privé. Et on voit que là, c'est vraiment fait pour absorber beaucoup de véhicules, puisque la résidence est très très grande. Ce qui permet aussi d'avoir des gardiens vraiment à plein temps, spécialisés, ce qui renforce encore évidemment la sécurité. Donc vous voyez, c'est pour vous montrer qu'en fait le concept peut être plutôt petit, hein, quelques dizaines de maisons, et ça va jusqu'à quelques centaines de maisons. Et ça s'applique à des petits immeubles ou des grands immeubles. Parlons maintenant du coût de sécurisation. Alors j'ai trouvé un coût à 21 € par heure pour du gardiennage avec un agent qui patrouille, quoi. Donc si on fait 24 heures
par jour fois 365, on arrive à environ 185 000 € par an de frais de gardiennage. Si on ajoute à ça l'installation de base, les portails, etc., les caméras et l'entretien, je peux arrondir, je pense, à 200 000 €. Donc, pour sécuriser un immeuble ou un ensemble de lotissements, il faut 200 000 € par an. Ce qui fait que si on a 100 logements dans l'immeuble ou dans la résidence pavillonnaire, ça fait 2 000 € par logement et par an. Donc vous voyez, c'est un coût qui n'est pas négligeable et qui freine évidemment le développement de ce genre de résidence. Mais avec l'augmentation de la criminalité, du montant de l'argent que vous perdez et des moments pénibles que vous vivez, ça vaudra mieux le coup de payer ce genre de prestations. Alors un des aspects aussi pourquoi est-ce que ce type de résidence est plus développé au Brésil qu'en France, c'est le coût du gardiennage. En France, quand vous avez un SMIC qui a, je sais pas, 10 € environ, plus ou moins 2 €, ça coûte beaucoup plus cher, notamment la nuit, de payer quelqu'un. Donc ça freine le développement. Mais si un jour le SMIC disparaît, ce genre d'initiative va fleurir, c'est clair. Alors maintenant, la question, c'est que faire ? Ce qu'il faut faire, c'est réserver dès maintenant les meilleurs emplacements pour éviter le moment où les gens vont se ruer dessus et pour les acquérir à un prix qui est encore normal. En ce qui concerne les lotissements, c'est-à-dire les ensembles de maisons, il faut privilégier ceux qui sont déjà en copropriété, parce que si vous avez une rue avec des maisons individuelles dont chaque occupant est propriétaire seul et unique, vous n'arriverez jamais à faire un ensemble sécurisé avec ça. Parce qu'il y aura toujours des gens qui ne voudront pas, il y aura toujours des gens qui ne sont pas d'accord pour faire leur mur. Ça ne marchera jamais au niveau de l'organisation. Ce qu'il faut, c'est que la copropriété existe déjà. Il faut qu'elle existe déjà, il faut qu'elle soit suffisamment nombreuse. Il faut qu'idéalement, il y ait environ 100 maisons au moins dessus. Il faut que l'installation le terrain soit facilement clôturable, emmurable. Vous voyez, il faut qu'il y ait de la place. Il faut qu'on puisse circuler en voiture pour y aller, pour sortir à l'intérieur. Il faut qu'on ait la place de faire un mur autour sans que ça soit trop oppressant. Vous voyez, il faut qu'il y ait de la place autour. Privilégiez aussi les lotissements qui sont en périphérie de ville, c'est-à-dire que vous avez la ville, le lotissement, et après il y a la campagne, il y a la nature. Quasiment toutes les résidences sécurisées comme ça au Brésil, en fait, ont certes l'argument de la sûreté, mais il y a aussi l'argument de la nature. C'est-à-dire qu'il y a souvent des parcs qui sont aménagés au milieu ou à côté, où vos enfants peuvent aller gambader, etc. Et ça, c'est un vrai argument. Parce qu'évidemment, quand vous êtes au Brésil, vous n'allez pas pouvoir vous balader en forêt aussi facilement, donc l'argument nature attire les gens, l'argument belle vue aussi, l'argument eau, dès qu'il y a une rivière, un petit étang, tout ça, ça apporte de la valeur et ça permet de mobiliser les gens les plus aisés pour aller dans cette copropriété et donc pouvoir sécuriser le mieux possible l'endroit. Concernant les tours, donc les immeubles en fait. Alors en fait, on voit qu'au Brésil, il y a souvent des immeubles de 10 à 15 étages qui sont entourés par une clôture avec un parking souterrain donc en dessous. Et c'est pas une configuration qu'on retrouve tellement en France. En France, c'est soit des grosses barres HLM ouvertes avec des parkings extérieurs, ou alors quand vous avez des immeubles, c'est souvent des petits immeubles de quelques logements. Non. Là, ce qu'il faut privilégier, c'est vraiment les grands immeubles, pas trop hauts non plus, mais 10-15 étages maximum, avec de la tour. Le truc qu'il faut absolument éviter, c'est l'immeuble qui est collé au trottoir, en fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'espace entre le mur de l'immeuble et la voie publique. Non, il faut qu'il y ait de l'espace, idéalement de la végétation, ou même des places de parking. Il faut qu'on puisse construire un mur autour, et que les gens puissent quand même se garer à l'intérieur. Parce que si vous ne pouvez pas vous garer dans votre immeuble, ça ne sert strictement à rien. Donc, privilégiez ce genre d'immeuble, fuyez évidemment les immeubles de mauvaise qualité, avec des logements qui sont trop petits, trop étriqués,
avec des murs qui sont trop, qui font laisser passer le bruit. Donc essayez quand même de viser un petit standard de qualité pour que ça dure dans le temps et que ça continue d'attirer les gens. Bref, la démarche générale qu'il faut adopter, c'est en fait vous demander simplement, est-ce que le logement dans lequel je suis fait partie d'une copropriété assez nombreuse, donc au moins 100 logements, pour être sécurisable et se payer un gardien à 200 000 € par an. Donc, est-ce que financièrement c'est possible? Est-ce que légalement, au niveau de la copropriété, c'est possible? Et est-ce que physiquement, c'est possible de faire une sécurisation autour et de quand même parvenir à se garer à l'intérieur? Ça, c'est vraiment les points super importants. Et beaucoup d'immeubles sont actuellement construits en France, ne répondent pas du tout à ces critères. Ils sont trop petits, ils sont en centre-ville, on ne peut pas se garer. Tout ça, ça ne va pas attirer les gens puisqu'il n'y a pas de potentiel de sécurisation. Donc c'est à fuir le plus vite possible. Et d'ailleurs, je pense que les promoteurs, les constructeurs devraient de plus en plus faire ce genre d'immeubles. Je vous dis, moi, idéalement, ce que je vois, c'est quand on vit en immeuble, c'est environ 100 logements répartis sur 2 ou 3 petits immeubles avec de la végétation tout autour et au moins 5-10 mètres entre le mur de l'immeuble et la voie publique. Et au milieu ou en dessous, vous avez les parkings. Voilà. Là, vous avez votre petit îlot et vous pouvez vraiment faire des choses. Vous pouvez vraiment vivre à l'intérieur en sérénité. En conclusion de cette vidéo, je dirais que ce genre de mode de vie, donc derrière des barbelés, d'espace clos en espace clos via la voiture, est profondément inefficace en termes énergétiques et n'est pas adapté à une humanité normale. Ce n'est pas normal de devoir vivre dans des espaces clos comme ça et de sauter de l'un à l'autre via un autre espace clos. Mais en fait, on va y être contraint. C'est-à-dire que comme l'État ne va pas réussir à endiguer la criminalité parce qu'il ne veut pas le faire, et comme la police va être de moins en moins dotée en matériel et la justice va continuer à relâcher les gens, en fait, ça va être aux gens eux-mêmes de devoir se payer une sécurité s'ils le peuvent. Et c'est clairement pas l'idéal. J'ai déjà vécu en Europe du Nord et là où on constate que les maisons dans des quartiers pavillonnaires sont séparées parfois par un simple filet de buissons ou alors un petit muret de 20 cm de haut que n'importe quel chien peut escalader parce qu'il n'y a pas ce besoin de sécuriser. En fait, il ne se passe rien. C'est-à-dire que vous pourriez laisser votre porte ouverte, il n'y a personne qui voudrait y rentrer. Et ça, évidemment, ça dépend des gens avec lesquels vous vivez. Voilà. Bon, les Français ont fait le choix de vivre pas forcément avec les gens qu'il faut, et donc du coup, ils vont devoir assurer leur sécurité de manière privée, puisque l'État ne va plus pouvoir le faire aussi efficacement avec la police, avec la justice, puisqu'ils vont être débordés, et peut-être même qu'ils n'ont pas la bonne philosophie en fait de traitement de la criminalité. Donc ça va être à vous de prendre les mesures nécessaires si vous voulez rester en France. Comme dit, privilégier les logements qui sont sécurisables. Vous allez avoir une meilleure qualité de vie que les gens qui sont obligés de vivre comme ça au contact avec la voie publique tous les jours. Voilà, c'était Grégory Bourque. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des expériences à raconter, notamment des voyages en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord, où vous avez testé ou alors vu ce genre de résidence, surtout n'hésitez pas. Votre commentaire peut intéresser les autres personnes qui regardent. Merci à vous et à bientôt.